Alors, on va s'attaquer aujourd'hui à un exercice du sujet 0 de la session 2021. C'est donc un sujet qui a été donné par les inspections académiques pour pouvoir avoir une idée de ce qu'on peut vous demander pour ce nouveau bac, puisqu'il y a eu une réforme. Pour ce sujet, on va s'attaquer à l'exercice numéro 2 sur la géométrie dans l'espace. Alors, on vous donne un cube, ici. Voilà. Je vais agrandir un petit peu. Et donc, on vous dit dans tout l'exercice, l'espace est rapporté au repère orthonormé A, AB, AD, AE. Donc, vous regardez A, origine du repère, AB, axe des X, AD, axe des Y, parce qu'il est en deuxième position, et AE, axe des Z, puisque AE est en troisième position. Donc voilà, toutes les coordonnées vont être données par rapport à ces axes-là. On commence par nous dire, par lecture graphique, donner les coordonnées de I et de J. Alors, I, on se rend compte que c'est le milieu de EF. Donc, ça veut dire que je pars de A, puisque c'est A l'origine du repère, et je dois me déplacer selon AB. Pour aller sous I, il faut que je me déplace de la moitié de AB, donc de 1/2. Comme le vecteur AB m'indique l'unité sur l'axe AB, eh bien, ça veut dire que 1, c'est la distance de A à B. Donc, moi, ici, ma coordonnée pour I, selon AB, ça va être 1/2. Donc, ça va faire 1/2. Ensuite, selon AD, je n'ai pas besoin de me déplacer en profondeur, vous voyez, puisque I est directement au-dessus. Donc, ça va être 0, la coordonnée selon AD. Et enfin, selon AE, AE, c'est le vecteur qui me permet de monter, eh bien, il faut que je monte de 1. Donc, les coordonnées de I sont 1/2, 0, 1. Donc, première question. Dans le repère, je le précise ici, mais après, je ne le préciserai plus. Dans le repère A, AB, AD, AE, I a pour coordonnées, petit rappel, les coordonnées d'un point se notent en ligne. Donc les coordonnées de I sont 1/2. Vous pouvez mettre aussi 0,5, c'est l'écriture décimale. Pour les ordonnées, on a dit 0, puisque c'est selon AD. Donc AD, c'est le vecteur qui permet d'aller en profondeur. Et 1 selon AE. Voilà pour le point I. Maintenant, on nous demande pour le point J. Le point J se situe ici. Et on nous avait précisé dans l'énoncé que J était le symétrique de E par rapport à F. Ce qui veut dire que, en fait, eh bien, vous avez le vecteur EF qui est égal au vecteur FJ. Donc, pour partir de A, qui est l'origine du repère, et aller jusqu'à J, les coordonnées, ça va être selon AB, je vais devoir me déplacer de 2. Selon AD, la profondeur, pas besoin de me déplacer puisque J est directement au-dessus. Donc, les coordonnées de J vont être 2 pour selon AB. Ensuite, selon AD, ça va être 0, on a dit, puisqu'on ne se déplace pas. Par contre, on doit monter selon AE, donc 1 selon AE. Je me retrouve donc avec les coordonnées pour J qui sont 2, 0 et 1. On passe donc à la question suivante qui sont en déduire les coordonnées des vecteurs DJ, BI et BG. Alors, comme on me dit en déduire, ça me laisse penser qu'il faut que je me serve à nouveau des coordonnées des points I et J. Donc, j'aurais pu lire directement les coordonnées des vecteurs DJ et des vecteurs BI et BG. Je pense que ça aurait été accepté un jour de bac. Mais je peux aussi faire le calcul grâce à la formule de calcul des coordonnées d'un vecteur. Alors, pour calculer par exemple les coordonnées du vecteur DJ, eh bien, il me faut les coordonnées du point J et il faut que je leur retire les coordonnées du point D. Donc, les coordonnées du point J, je les connais. 2, 0, 1. Et je dois leur retirer les coordonnées du point D. Alors, où se situe le point D? Le point D, il est ici. Donc, ces coordonnées selon AB, ça va être 0. Selon AD, ça va être 1, puisque ça m'amène directement en D. Et selon AE, je n'ai pas besoin de bouger selon AE en hauteur, donc c'est 0. Du coup, les coordonnées de D, c'est 0, 1, 0. 0, 1, 0. Donc, finalement, le vecteur DJ a pour coordonnées 2, moins 1, 1. Ensuite, on me demandait BI. Pour BI, je vais utiliser exactement la même méthode.
je vais prendre les coordonnées du point I et je vais leur retirer les coordonnées du point B. Coordonnées du point I, c'est 1 demi, 0, 1. Je leur retire les coordonnées du point B. Le point B se situe ici. Donc ces coordonnées sont 1, 0, 0. 1, 0, 0. Donc finalement, le vecteur BI a pour coordonnées 1 demi moins 1, ça donne donc moins 1 demi. 0 moins 0, 0, 1 moins 0, 1. Donc mon vecteur BI a pour coordonnées moins 1 demi, 0, 1. Il me reste un dernier vecteur à calculer dans cette question, enfin les coordonnées, c'est BG. Donc le vecteur BG, je dois écrire mes coordonnées de G et leur retirer les coordonnées de B. G se situe ici. Donc ces coordonnées sont 1, 1, 1. Donc 1, 1, 1. Je retire les coordonnées de B. Les coordonnées de B, je les avais déjà utilisées ici. C'était 1, 0, 0. Donc, le vecteur BG a pour coordonnées 0, puisque 1 moins 1. 1, puisque 1 moins 0. Et 1 moins 0 qui donne encore 1. Donc, le vecteur BG a comme coordonnées 0, 1, 1. Voilà pour cette question 1B. Je vais effacer, on va passer à la 1C. Dans la question suivante, on me demande de montrer que le vecteur DJ est un vecteur normal au plan BGI. Alors DJ, on connaît ses coordonnées, DJ, on vient de les calculer dans la question précédente. Et donc DJ, ses coordonnées, c'était 2, moins 1, 1 dans le repère de l'exercice. Donc, je dois montrer qu'un vecteur est normal à un plan. Alors, je pourrais regarder la figure et essayer de m'en sortir avec. Mais c'est une question beaucoup plus générale que ça. Lorsque j'ai un plan, pour montrer qu'un vecteur est normal à un plan, eh bien, il y a deux méthodes. Deux grosses méthodes qui peuvent vous être demandées pour le bac. Soit votre plan, vous connaissez une équation cartésienne. Et dans ce cas-là, vous pouvez en déduire un vecteur normal qui a comme coordonnées, vous savez, le A, le B et le C qu'on trouve dans l'équation cartésienne. Dans ce cas-là, pour montrer que DJ est aussi un vecteur normal au plan, si vous connaissez déjà un vecteur normal du plan, il suffit de montrer que votre vecteur DJ est collinéaire au vecteur n. Parce que tout vecteur collinéaire à un vecteur normal au plan est en fait un vecteur normal au plan. Donc quand j'ai un vecteur qui est collinéaire à un vecteur qui est normal au plan, ce vecteur est aussi un vecteur normal au plan. Mais ça nécessiterait de connaître déjà un vecteur normal au plan BGI. Donc il faudrait que je connaisse son équation cartésienne. Et visiblement, je ne la connais pas. Donc ce n'est pas cette méthode que je vais faire. C'est celle qui va utiliser le fait que BGI passe par les points B, G et I. Pour montrer que mon vecteur est normal au plan, eh bien en fait, je vais montrer que mon vecteur est en fait orthogonal à deux vecteurs du plan. Donc, si mon vecteur DJ est orthogonal à deux vecteurs qui ne sont pas collinéaires dans mon plan, eh bien, ça voudra dire que DJ est orthogonal au plan en entier. Donc ça, c'est une méthode extrêmement classique. Donc, je vais vérifier ici, puisque mon plan s'appelle BGI, les trois points que je vais utiliser, c'est B, G et I. Ce sont des points qui sont dans mon plan. Je vais utiliser le vecteur BG et le vecteur BI. En plus, j'ai déjà calculé les coordonnées dans la question précédente, donc je vais pouvoir les réutiliser. Je dois montrer que mes vecteurs DJ et BG, par exemple, sont orthogonaux. Pour montrer que deux vecteurs sont orthogonaux, je vais utiliser le produit scalaire. Donc, je rédige. DJ a pour coordonnées 2, moins 1, 1. Ensuite, j'ai besoin de BG, donc je vais dire et vecteur BG a pour coordonnées 0, 1, 1. Voilà, donc je vais calculer mon produit scalaire. Donc je vais effacer, donc vous avez bien compris, je vais faire le produit scalaire de DJ avec BG et je vais faire le produit scalaire de DJ avec BI pour montrer que j'ai bien deux vecteurs orthogonaux à chaque fois.
pour faire le produit scalaire. Ici, on est dans un repère orthonormé, donc on peut faire le produit scalaire avec les coordonnées. Je vais le dire une seule fois. Je ne vais pas le répéter à chaque fois que je fais mon produit scalaire, mais le repère A, AB, AD, AE est orthonormé. Ça, c'est super important. Parce que s'il n'est pas orthonormé, eh bien, ça veut dire que je ne peux pas utiliser la formule du produit scalaire que je vais utiliser ici. Donc, DJ scalaire BG est égal à la formule du produit scalaire dans un repère orthonormé, c'est x plus y plus z. Donc 2 fois 0 plus moins 1 fois 1 plus 1 fois 1, ça me donne 2 fois 0, 0, plus moins 1 fois 1, donc moins 1, plus 1 fois 1, donc plus 1. Ce qui donne moins 1 plus 1, c'est-à-dire 0. Donc, les vecteurs DJ et BG sont orthogonaux puisque le produit scalaire est nul. Je vais faire exactement la même chose avec DJ et BI, puisqu'il fallait que je le fasse avec les deux vecteurs. Donc, je vais rajouter ici, je vais rajouter que BI, j'avais trouvé dans la question 1 que BI avait comme coordonnées moins 1,5, 0, 1. Donc ça, on l'a déjà calculé dans la question 1b. Donc, je peux directement faire mon produit scalaire, DJ scalaire BI, DJ scalaire BI, donc je vais aussi utiliser la formule dans un repère orthonormé. Donc, ça fait 2 fois moins 1,5 plus moins 1 fois 0 plus 1 fois 1, ce qui donne 2 fois moins 1,5, bah, ça fait moins 1, plus moins 1 fois 0, ça donne 0, et plus 1 fois 1, ça donne 1, ce qui donne 0. J'ai donc le vecteur DJ qui est orthogonal à la fois au vecteur BG et au vecteur BI. Je vais l'écrire, donc DJ est orthogonal à BG et BI. Alors là, si je veux être extrêmement rigoureux, je reprécise que BG et BI étaient des vecteurs qui n'étaient pas collinéaires. Et de toute façon, on n'aurait pas pu parler du plan BGI si ces vecteurs avaient été collinéaires. Donc c'est pour ça que je peux un petit peu le passer sous silence, mais c'est toujours mieux. Je vais dire, or, tout vecteur orthogonal à deux vecteurs non collinéaires, eh bien en fait, ici, il est orthogonal à mon plan. Donc tout simplement ici, je vais dire donc DJ est un vecteur normal au plan BGI. Voilà. Donc ici, à côté, vous pouviez dire DJ orthogonal à la nana, et vous pouvez préciser que BG et BI non collinéaires. D'accord? Si dans mon plan, j'avais pris deux vecteurs qui étaient collinéaires, eh bien, DJ aurait beau être orthogonal aux deux, si les deux sont collinéaires, DJ n'est pas forcément normal au plan. Voilà pour cette question. Donc, on connaît un vecteur désormais qui est normal au plan BGI. On passe au petit d. Au petit d, on me demande une équation cartésienne du plan BGI. Alors, qui dit équation cartésienne du plan BGI? Pour trouver une équation cartésienne d'un plan, il me faut un point qui appartient au plan et un vecteur normal. D'accord? Ça, c'est le cas général. Pour trouver une équation cartésienne d'un plan, c'est très bien quand j'ai un point qui est dans le plan et que je connais un vecteur normal. Donc, est-ce qu'on est dans ce cas-là? Mon plan s'appelle BGI. Ça veut dire que dedans, dans ce plan, il y a le point B, il y a le point G, il y a le point I.
Donc moi, j'ai qu'à choisir comme point de mon plan celui que je préfère entre B, G et I. J'ai qu'à prendre celui qui a les coordonnées les plus simples. Les coordonnées les plus simples, c'est le point B. Je vous rappelle qu'il a comme coordonnées 1, 0, 0. On l'avait lu ici sur la figure. Il était ici. Donc du coup, je connais les coordonnées d'un point du plan. Le vecteur normal. Le vecteur normal au plan BGI que je vais utiliser moi, c'est celui que l'énoncé m'a mis en évidence à la question précédente. On m'a demandé de montrer que le vecteur DJ était un vecteur normal au plan BGI. Donc j'ai un point qui appartient au plan et j'ai un vecteur normal au plan. Je vais donc pouvoir appliquer ma formule qui me permet de trouver l'équation cartésienne du plan. Donc je vais préciser tout ça. Je vais dire B de coordonnées 1, 0, 0 appartient au plan BGI. Donc je vous rappelle que les plans se notent avec des parenthèses autour. Donc je viens de dire que ça c'était bon. Ensuite, je vais parler du vecteur DJ. DJ, je vais rappeler ses coordonnées. Donc les coordonnées de DJ c'était 2, moins 1, 1. Et normal au plan BGI. Du coup, j'efface, j'ai plus besoin de ça. Je vais appliquer ma formule du cours. Donc, une équation cartésienne de BGI est... Alors, une équation cartésienne, je vous rappelle la formule. Normalement, c'est AX plus BY plus CZ. Et moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre égal et de recopier cette formule, mais en remplaçant x, y et z par le point que vous avez choisi. Donc, si j'ai choisi le point B, ça va être AXB plus BYB plus CZB. Alors ça, ce n'est pas tout à fait l'équation cartésienne, parce que dans une équation cartésienne, normalement, il faut que dans un membre, j'ai 0. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'écrire ça au début. A, B et C, ce sont les coordonnées du vecteur DJ. X, Y, Z, c'est les X, Y, Z qui seront là de toute façon à la fin dans votre équation cartésienne. Il y a toujours du X, du Y et du Z. Vous voyez là, quand je montre une équation cartésienne ici, il y a toujours le X, le Y et le Z. Bon, c'est eux. Ceux-là, par contre, ce sont les X, les Y et le Z du point B que j'ai choisi. Voilà. Une fois que j'aurai fait ce calcul, le nombre que je vais trouver ici, je vais faire en sorte qu'il apparaisse dans le membre de gauche pour que dans le membre de droite, j'ai le 0 qui était demandé. Donc j'applique cette formule. A, B et C sont les coordonnées du vecteur normal. Donc ça va faire 2x plus BY, ça va faire du coup moins 1y. J'y vais tranquillement. Plus CZ, donc 1 fois Z. Ok, 2 moins 1, 1 sont bien les coordonnées 2 moins 1, 1 du vecteur normal. Ça, c'est égal à, et je vais recopier la même chose, sauf que x, y et z, je vais les remplacer par le x, le y et le z du point B. Ça donne donc 2 fois le x du B, c'est-à-dire 1, plus moins une fois le y du B, c'est-à-dire 0, plus une fois le z du B, c'est-à-dire 0, donc plus une fois 0. Hop, je fais mes petits calculs. Donc ça, c'est équivalent à 2x, plus moins une fois y, donc moins y, plus une fois z, donc plus z, égale 2 fois 1, 2, moins 1 fois 0, 0, 1 fois 0, 0. Donc je me retrouve avec ça. Et pour avoir une équation cartésienne, je m'arrange pour avoir 0 dans le membre de droite. J'ai donc 2x moins y plus z moins 2 égale 0. Voilà, donc j'ai retiré 2 des deux côtés dans les deux membres de mon égalité. Donc 2 moins 2, 0. Et tout ça moins 2, j'écris moins 2 ici.
J'ai donc une équation cartésienne du plan BGI et c'était exactement celle qui m'était donnée dans l'énoncé, donc le contrat est rempli. Dans la question 2A, on me parle d'une droite D qui passe par le point F et qui est orthogonale au plan BGI. On me demande de déterminer une représentation paramétrique de la droite. Donc, je reviens aux méthodes de base. Pour déterminer une représentation paramétrique d'une droite, j'ai besoin d'un point de la droite. Donc ici, on me le donne, c'est F. Est-ce que je peux trouver ses coordonnées? Eh bien oui, puisque le point F se situe ici sur mon graphique. Donc les coordonnées, c'est 1 selon AB, 0 selon AD parce que je ne me déplace pas en profondeur, et 1 selon AE. Donc les coordonnées de F, ce sont 1, 0, 1. Donc F, je vais me le préciser, ses coordonnées sont 1, 0, 1 dans le repère de l'exercice. Donc, pour déterminer une représentation paramétrique de droite, il me faut un point de la droite, donc ça c'est réglé, et il me faut aussi un vecteur directeur de ma droite. En général, on note U. Alors ici, est-ce que je connais un vecteur directeur de ma droite? Eh bien, a priori, non. Alors, du coup, je réfléchis à comment a été définie ma droite. Ma droite, elle est forcément définie par un point et par une direction. La direction, elle peut être donnée par un vecteur directeur, mais ici, elle peut être donnée par une autre information. Et là, l'information qui fait que je connais la direction de ma droite, c'est qu'on me dit qu'elle est orthogonale à un plan. Du coup, donc je garde dans l'idée qu'il me faut un point et un vecteur directeur, mais je vais replacer ça dans mon contexte. J'imagine un plan, j'imagine un point, ici il s'appelle F, et du coup, j'imagine la droite D qui doit être orthogonale au plan BGI, si ça c'est le plan BGI. Dans ce cas-là, ma droite D, elle doit passer comme ça, elle va couper le plan en un certain point que je ne connais pas. Je trace en pointillé puisque je ne la vois pas, elle est sous le plan que j'ai dessiné. Et voilà. Donc, finalement, la direction de la droite D, ce qui fait que je l'ai tracée comme ça et pas en diagonale, c'est parce qu'on m'avait dit qu'elle était orthogonale à BGI. Donc, le vecteur directeur de la droite D que je vais choisir et que je pourrais dessiner comme ça un peu n'importe où sur ma droite, eh bien, mon vecteur directeur, tout simplement, vous repérez que comme la droite est orthogonale au plan, eh bien, c'est un vecteur qui doit être collinéaire au vecteur normal au plan. Donc en fait, la direction, le vecteur directeur de la droite D, je vais le trouver parce qu'en fait, ça doit être un vecteur qui est collinéaire au vecteur normal au plan. Donc mon vecteur normal au plan BGI, on en a déjà parlé dans la question d'avant, on a le vecteur DJ qui vérifie les conditions, donc lui pas de problème, DJ il est orthogonal à BGI, donc je peux considérer qu'en fait le vecteur DJ, je peux le déplacer et le mettre ici, et que donc mon vecteur qui dirige la droite D, c'est tout simplement le vecteur DJ. J'ai donc un point de la droite et un vecteur directeur. Donc ça, c'est grâce à l'information du fait qu'elle était orthogonale. Quand j'ai une droite qui est orthogonale à un plan, tout vecteur normal au plan dirige finalement la droite. Donc je vais rédiger ça. Donc F a pour coordonnées 1, 0, 1. DJ est normal au plan BGI. Or, D, la droite, est orthogonale au plan BGI. Donc, DJ est un vecteur directeur de la droite D. Voilà. Donc, DJ, je vais noter ses coordonnées. Alors, je peux même le faire ici. Regardez, DJ, je vais noter ses coordonnées dans la phrase. Comme ça fera plus joli. DJ, ses coordonnées, c'était 2, moins 1, 1. Et directeur est un vecteur directeur
de BGI. Donc, j'ai les deux choses dont j'ai besoin pour trouver une représentation paramétrique de droite. C'est un point de la droite et un vecteur directeur. Donc, à partir de là, j'applique mon cours. Donc, une représentation paramétrique de D est, pour avoir une représentation paramétrique, je note X, Y, Z. Ensuite, je recopie les coordonnées du point de référence que j'ai choisi pour ma représentation paramétrique. Ici, c'est le point F. Donc 1, 0, 1. Et à ça, je vais rajouter les coordonnées du vecteur multipliées par le paramètre. Donc, plus 2 fois le paramètre que je vais choisir, je vais l'appeler T. Ensuite, plus moins 1 fois le paramètre T, donc plus moins 1, donc ça fait tout simplement moins une fois le paramètre T. Et enfin, plus une fois le paramètre T. Donc, vous voyez, ici, je lis les coordonnées du point F. Et ici, 2, moins 1, 1, je lis les coordonnées du vecteur directeur DJ. Avec T appartenant à R. Alors, je peux l'écrire de manière un petit peu plus jolie. Donc, je vais modifier ici directement, mais vous pouvez réécrire une ligne si vous voulez. 1 plus 2t, c'est déjà écrit de la meilleure des manières. 0 moins 1t, en fait, c'est tout simplement moins 1t, c'est-à-dire moins t. Et enfin, ici, z, c'est 1 plus 1t, donc c'est tout simplement 1 plus t. Voilà. Donc, x égale 1 plus 2t, y égale moins t, z égale 1 plus t, avec t qui parcourt R. Donc là, j'ai la représentation paramétrique de ma droite D. Alors, dans cette question 2b, on me dit on considère le point L avec les coordonnées qui sont là et on me demande de montrer que le point L est en fait le point d'intersection entre la droite D, donc j'ai refait mon petit graphique d'avant, et le plan BGI. Donc en fait, on me demande de montrer que le point L, c'est le point qui se situe ici, le point d'intersection. Alors là, il y a deux méthodes pour faire cette question. Moi, j'en ferai qu'une, celle qui me semble la plus noble entre guillemets. Alors là, ici, on vous donne la réponse. On vous dit L, montrer que ce point-là, c'est le point d'intersection. Pour montrer que vous avez un point d'intersection, la première méthode que je ne ferai pas, ça consisterait à montrer que le point qui est là est d'abord dans le plan BGI. Alors comment je peux montrer qu'un point est dans un plan? Eh bien tout simplement, je reprends l'équation du plan, l'équation cartésienne, et je mets les coordonnées ici à la place de x, y et z. Si ça donne bien 0, donc moi je fais mon calcul en remplaçant, si ça donne 0, ça veut dire que le point L, il est bien quelque part dans le plan. Et si ça donne autre chose que 0, ça veut dire que le point L, en fait, est soit au-dessus, soit en dessous, mais en tout cas, il n'est pas dans le plan. Donc, pour montrer que L est le point d'intersection avec ses coordonnées, je peux vérifier qu'il est à la fois dans le plan et à la fois sur la droite. Parce que s'il est à la fois dans le plan et à la fois sur la droite, il est donc dans l'intersection du plan et de la droite. C'est comme vous. Si vous prouvez que vous êtes dans la rue de Tivoli et si vous prouvez que vous êtes dans la rue Mandron, eh bien, vous êtes donc à l'intersection de la rue Mandron et Tivoli. Voilà. Donc, c'est exactement ça. Si je veux montrer que je suis à l'intersection du plan et de la droite, eh bien, je peux montrer que je suis à la fois dans le plan et à la fois sur la droite, et donc je serai bien à l'intersection. Pour montrer que L est dans le plan, on a dit, on met dans l'équation cartésienne, on regarde, ça fait 0. Pour montrer que L est sur la droite, eh bien, il faudrait mettre L, vous savez, dans la représentation paramétrique ici, de ma droite. Alors, je ne sais plus ce que c'était 1 plus 2t moins t et 1 plus t. Eh bien, je mets les coordonnées de L à la place de x, y et z, et je regarde si j'arrive à trouver un paramètre cohérent qui est le même dans les trois équations. Si c'est le cas, ça veut dire que L, en fait, était bien un point de la droite, puisque j'ai pu trouver un paramètre qui me donnait exactement les coordonnées
de L. Si jamais à la fin vous arrivez à des t qui sont incohérents, une ligne par rapport à une autre, eh bien ça veut dire que le t n'existe pas et ça veut dire que les coordonnées de L n'auraient pas pu être le résultat d'un point de la droite. Donc cette méthode, encore une fois, ce n'est pas celle que je vais faire. Moi, je vais faire comme si on ne m'avait pas donné les coordonnées du point L et qu'on me demandait tout simplement de déterminer les coordonnées du point d'intersection de la droite avec le plan. Donc, je fais comme si je ne les connaissais pas encore. Donc, moi, je vais faire mes calculs et à la fin, je vais voir que, ah bah oui, c'est bien ces coordonnées-là. C'est la méthode qu'il faut absolument savoir faire pour le coup. Donc, je vais dire les coordonnées du point d'intersection de D avec le plan BGI vérifie. Dès qu'on parle d'intersection en géométrie dans l'espace, on parle en fait de résolution d'un système. Si je parle de l'intersection d'une droite et d'un plan, je vais créer un système dans lequel je vais avoir les conditions pour être sur ma droite et les conditions pour être dans le plan. Si je cherche l'intersection entre deux plans, je vais créer un système avec les conditions pour être sur le premier plan et les conditions pour être sur le deuxième plan. Donc ici, je vais être à la fois sur D et sur le plan. Être sur D, ça veut dire que le x de votre point, eh bien, il vaut 1 plus 2t. Donc je recopie la représentation paramétrique de la droite, que le y vaut moins t, et que le z vaut 1 plus t. Ça, c'est la représentation paramétrique de la droite D, qu'on a trouvée à la question d'avant. Mais en même temps, je veux que mon point il soit aussi dans le plan BGI, donc je note la condition pour être dans le plan BGI, il faut que 2 fois son x moins son y plus son z moins 2 donne 0. Voilà toutes les conditions. Ça, c'est être sur la droite. Ça, c'est être dans le plan. Je vais donc chercher à résoudre ce système pour voir si le fameux point de coordonnées x, y, z existe. Pour résoudre ce système, eh bien, je vais dire que ce système est équivalent à un autre. Et donc, pour résoudre, c'est un système super classique, donc il faut vraiment savoir le faire. On se rend compte que ici, x, y et z sont toutes exprimées en fonction de t. Donc, la première variable que je vais chercher à trouver, c'est t. Comment? Eh bien, en faisant de la substitution, c'est-à-dire que x, je sais qu'il vaut 1 plus 2t, donc je vais le remplacer ici, x par 1 plus 2t. Le y qui est là, je vais le remplacer par moins t, et le z qui est là, je vais le remplacer par 1 plus t. Ce qui aura pour effet d'avoir dans l'équation du bas seulement la variable t. Et du coup, je pourrais trouver ce qu'elle vaut. Donc, x égale 1 plus 2t, y égale moins t, z égale 1 plus t, et donc dans celle-là, je remplace 2 fois x. X, on a dit que c'était 1 plus 2t, moins y. Y vaut moins t, donc ça fait moins t, plus z, c'est 1 plus t. Alors je peux mettre des parenthèses autour, mais ici elles ne servent à rien, puisque c'était juste une addition, hein. Voilà, je sais qu'il y en a parmi vous qui aiment bien mettre des parenthèses, bon, c'est pas gênant. Donc plus z, c'est 1 plus t, moins 2, égale 0. Alors là, vous avez le choix. Soit vous continuez à résoudre le système comme ça, en faisant finalement, en travaillant que sur la dernière ligne, parce que tant que dans la dernière ligne, on n'a pas trouvé la valeur de t, les 3 lignes d'avant, eh bien, ne nous servent plus. On va les recopier comme ça indéfiniment. Soit vous pouvez extraire l'équation qui est là, mais attention, il faut le signaler que vous l'avez extraite. Il ne faut pas que le correcteur pense que ce système est équivalent à simplement cette équation. Donc, je vais résoudre, on le dit clairement, je vais résoudre l'équation verte. Voilà, c'est-à-dire qu'on fait une petite aparté au raisonnement. Alors, l'équation verte, c'est 2 fois 1 plus 2t moins t, je la recopie, plus 1 plus
t moins 2 égale 0. C'est parti, on résout. Cette équation est équivalente à, je vais développer, donc 2 fois 1, 2, plus 2 fois 2t, donc 4t, moins t, donc plus t, plus 1, plus t, moins 2 égale 0. Je vais réduire cette équation. Donc, ça fait 4t plus t, ça fait 6t. Ensuite, les constantes. 2 plus 1 moins 2, ça fait 1. Donc, plus 1 égale 0. Ce qui est équivalent à 6t égale moins 1. Alors, est-ce que je la place encore un petit peu en dessous? Oui, je vais légèrement décaler comme ça. On voit tout. Donc, c'est équivalent à t égale moins 1 divisé par 6. On voit tout? Oui, on voit tout. Parfait. Du coup, je vais reprendre la résolution ici de mon système. C'est-à-dire que j'ai trouvé que t valait moins 1 sixième. Donc, je vais pouvoir trouver x, y et z. Donc, x égale 1 plus 2 fois moins 1 sixième. Y égale moins 1 sixième. D'accord? Je reprends exactement ici mes trois équations en remplaçant t par ce que je viens de trouver. Et z égale 1 plus moins 1 sixième. Voilà. Donc, et t, du coup, je recopie ma dernière équation, c'est moins 1 sixième. Donc finalement, j'ai trouvé les coordonnées de mon point d'intersection ici. Alors je vais finir de résoudre mon système. Donc ça donne x égale 1 plus 2 fois moins 1 sixième. 1 plus 2 fois moins 1 sixième, eh bien ça va faire 4 sixièmes, c'est-à-dire 2 tiers. Y égale, alors je décale, moins 1 sixième, donc ça fait plus 1 sixième. Et z égale 1 plus moins 1 sixième, donc ça fait 1 moins 1 sixième, ça fait 5 sixièmes. Et t valait moins 1 sixième. Est-ce qu'on voit tout? Presque. Voilà. Donc finalement, vous avez trouvé ici les coordonnées du point L. Donc vous avez trouvé les coordonnées du point d'intersection. Donc, L de coordonnées 2 tiers, 1 sixième, 5 sixièmes. Et le point d'intersection de D, la droite, avec le plan B, G, I. Voilà. Donc, on a trouvé les coordonnées de notre point d'intersection. Dans la question 3, on vous rappelle le volume d'une pyramide. Donc, vous avez le volume V. On vous rappelle que c'est 1 tiers fois l'aire de la base fois la hauteur. D'accord? Ce qu'on appelle la base d'une pyramide, si on veut une petite image, eh bien, si on prend une pyramide et qu'on la pose au sol sur une des faces, par exemple les pyramides en Égypte, vous allez avoir, ça va ressembler à ça. Ça, c'est vos pyramides d'Égypte. Eh bien, les pyramides d'Égypte, par exemple, on dit ce sont des pyramides, on va dire, à base carrée. C'est-à-dire que quand je la pose comme ça au sol, si jamais je la soulève, la trace que ça va laisser sur le sol, c'est un carré. Ici, on va nous parler d'une pyramide qui va avoir une base triangulaire. Donc nous, la pyramide, on va regarder un petit peu ce que c'est. On nous parle de la pyramide FBGI. Donc F, B, G, I. I, c'était le milieu ici.
Donc, ça veut dire que c'est une pyramide, comme ça. Voilà. Donc là, c'est une pyramide à base triangulaire, c'est-à-dire qu'en fait, cette pyramide ici, vous voyez, c'est en fait un espèce de coin du cube, hein, on aurait coupé le cube et ça, on retire le coin comme ça. Eh bien, cette pyramide à base triangulaire, on peut la poser au sol. Et l'idée, c'est qu'on peut la poser au sol de différentes manières. C'est-à-dire, si je la prends et que je la pose au sol sur la face FGB, donc c'est-à-dire que je la prends, je la retourne et je la pose au sol sur la face FGB. Qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir que ma face FGB, ça forme ici un triangle rectangle, comme ça, au sol. Et donc, ça veut dire que si je la pose sur la face FGB, quelle est la hauteur de ma pyramide? Eh bien, la hauteur de ma pyramide, si je reprends les pyramides d'Égypte, dont j'ai parlé tout à l'heure, eh bien, quand je vais parler de la hauteur d'une pyramide, c'est quoi? C'est si je me place à l'aplomb du sommet, c'est-à-dire au niveau du sol, c'est-à-dire au niveau du projeté orthogonal du sommet sur le sol, donc je me place en dessous du sommet, je regarde vers le haut, je vois bien le sommet de la pyramide, eh bien, la hauteur de la pyramide, c'est la distance qui va d'ici à ici. Donc, en fait, c'est tout simplement la distance entre le sommet et son projeté orthogonal sur la face qui se trouve au sol. Ici, nous, dans le cadre de notre pyramide, il y a plusieurs manières de voir cette pyramide, c'est-à-dire que, en fait, quand vous voulez calculer le volume, vous choisissez ce qui va être pour vous la base, donc ce qui va être pour vous posé au sol, et en fonction de ça, vous aurez une hauteur qui est définie. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ici, dans la pyramide FBGI, eh bien, si jamais vous la posez correctement, vous allez avoir plein de choses faciles à lire. Par exemple, donc j'ai essayé de vous représenter, si je la décroche et que je viens la poser sur FGBI, eh bien, je vais avoir F comme ça, je vais avoir G comme ça, je vais avoir B comme ça et I comme ça. Vous voyez, je suis venu découper le petit bout du cube et je l'ai posé sur FGBI. Ce que je ne vois pas trop sur mes dessins, c'est qu'ici, j'ai un angle droit. D'accord? Puisque au niveau de F, il y a un angle droit. Il y a aussi un angle droit ici entre FI et FB. Donc FI et FB, il y a aussi un angle droit ici. Et il y a aussi un angle droit entre FG et FI. FG et FI. Donc il y a aussi un angle droit ici. Donc finalement, ce qui est pratique avec une pyramide qui a cette forme-là, c'est que la base, je peux choisir BFG, calculer l'aire de ce triangle, de la base, ça va me donner ça. Et pour avoir la hauteur, si je regarde ici un petit peu mon dessin, eh bien la hauteur, ça va être exactement, il faut que je me place sous le sommet normalement, comme on a dit, comme pour les pyramides en Égypte. Il faut que je me place sous le sommet, donc être sous I, c'est exactement être en F. Donc en fait, la hauteur de la pyramide vaut FI. C'est à cause de l'angle droit ici, plutôt grâce à l'angle droit, parce que ça va beaucoup nous aider. Donc, ça va sur le principe. On va dire que nous, notre base, par exemple, c'est le triangle FBG. On va calculer sa surface et on va multiplier par la hauteur FI pour connaître ici le volume qui est demandé. Donc, c'est à vous de choisir une base. Moi, je vais choisir la base qui est ici. Il y a des élèves qui préféreraient choisir comme base pour la pyramide FIB, c'est-à-dire qu'ils auraient pris la pyramide, ils l'auraient posée au sol sur FIB. Dans ce cas-là, s'ils ont choisi comme base FIB, eh bien, la hauteur de leur pyramide à eux, ce sera FG. Voilà. Et ceux qui choisiraient comme base FIG, la surface ici du triangle qui est au-dessus, la hauteur de leur pyramide, ce serait FB. Voilà, donc moi je retiens ça. Je calcule FBG, la surface, et je vais prendre comme hauteur du coup FI. Alors FI, c'est pas très compliqué puisque ça vaut, FI c'est la moitié de FE. Donc on avait dit qu'ici toutes les arêtes mesuraient 1. Donc FI qui est la moitié de FE, ça mesure 1,5. Donc je vais me le noter, la longueur FI c'est égal à 1,5. Ensuite, il me faut l'aire du triangle FBG. L'aire du triangle FBG, c'est l'aire d'un triangle qui est rectangle. Vous voyez, il y a un angle droit en bas, là, au sol. C'est-à-dire que FBG, en réalité, c'est un triangle
qui est comme ça si je le vois du dessus. D'accord? Je regarde la trace qu'il y aura sur le sol. Ce sera un triangle rectangle. Et ça, on aime bien les triangles rectangles parce que l'aire d'un triangle, c'est quoi? L'aire d'un triangle, c'est la base fois la hauteur divisé par 2. Alors attention, la base, ça porte le même nom qu'ici, mais ce n'est pas la même chose. Dans un triangle, ce qu'on appelle la base, c'est le côté qu'on a choisi par rapport après à la hauteur du triangle, c'est-à-dire la longueur après que vous avez entre B et son projeté orthogonal sur le côté qu'on a choisi. Les triangles rectangles sont très pratiques parce que normalement, un triangle quelconque, si je le prends comme ça, un triangle quelconque, et que je choisis comme base ce côté-là, la hauteur du triangle, c'est la longueur de ce segment qui part du point à son projeté orthogonal sur le côté opposé. Donc, calculer ça, c'est compliqué. Donc, normalement, l'aire d'un triangle quelconque, c'est assez compliqué à calculer parce qu'il faut non seulement connaître la longueur d'un côté, mais en plus connaître la longueur de la hauteur ici. Plutôt la hauteur. Nous, notre triangle est rectangle pour FBG. Donc ça, c'est extrêmement pratique puisque finalement, vous voyez, quand j'ai un triangle rectangle, finalement, la hauteur qui est là, c'est directement un côté de mon triangle. Donc, je peux la calculer facilement. Donc ici, vous voyez, FG, c'est une arête du cube, donc la longueur, c'est 1. FB, c'est une arête du cube, donc la longueur, c'est 1. Donc finalement, l'aire du triangle FBG est très facile à calculer puisque c'est base, je choisis FG comme base, fois la hauteur. Dans ce cas-là, ma hauteur, c'est FB. Donc ça fait 1 fois 1 divisé par 2. Donc ça va faire 1 demi. Donc l'aire de FBG, c'est égal à FG fois FB divisé par 2. Donc ça fait 1 fois 1 divisé par 2, ça vaut 1 demi. Donc ça, en fait, c'est B. La base pour ma pyramide dans la formule, c'est tout simplement l'aire du triangle que j'ai choisi comme base. À partir de là, je peux appliquer ma formule. Donc ça, c'est H. La hauteur pour moi, c'est FI qui vaut 1 demi. La base, ça va être 1 demi aussi. Et donc, je me retrouve avec le volume qui vaut 1 tiers de la base fois la hauteur. Donc, ça me donne le volume de la pyramide vaut 1 tiers fois l'aire de la base, donc l'aire du triangle FGB, c'est 1 demi, fois la hauteur de ma pyramide, donc FI, qui vaut aussi 1 demi, ce qui fait au final 1 douzième. Donc, j'ai le volume qui vaut 1 douzième. Voilà. Alors, dans cette dernière question de l'exercice, on vous demande l'aire du triangle BGI. Alors, on vous dit d'en déduire l'aire du triangle BGI. Donc, ça veut dire qu'on va se servir du résultat qu'on a vu avant, c'est-à-dire que le volume de la pyramide FBGI vaut 1 douzième. Alors, en fait, ce dont il faut se rendre compte, c'est que BGI, déjà, c'est une face de ma pyramide. C'est la face qui est à l'intérieur du cube. Donc, finalement, lorsque je calcule le volume, j'avais dit que le volume de ma pyramide, c'était égal à 1 tiers fois l'aire de la base fois la hauteur de la pyramide. Eh bien, j'avais choisi comme base, j'avais dit que je pouvais choisir une base à chaque fois qui est sur une face du cube, que c'était très pratique puisque je pouvais calculer l'aire du triangle à chaque fois. FBG, je peux calculer l'aire facilement parce qu'il est rectangle en F. FIB, je peux calculer l'aire facilement parce qu'il est rectangle en F. Et FGI, je peux calculer facilement parce qu'il est rectangle en F aussi. La seule face qui aurait été compliquée dans la question d'avant pour calculer le volume de la pyramide, ça aurait été de prendre justement la dernière face qui n'est pas un triangle rectangle, qui est le triangle BGI. Ça aurait été très compliqué de calculer son aire. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous la demande maintenant. Donc en fait, on va se servir du fait qu'on ait déjà calculé le volume. C'est-à-dire qu'en fait, la pyramide, vous avez calculé le volume en disant la base, c'est FGB, la hauteur, c'est FI. Et bien maintenant, c'est comme si on prenait la pyramide et on la posait sur une autre face. Et on la pose sur la face BGI. Donc dans ce cas-là, le volume, est-ce qu'il a changé? Eh bien non, ma pyramide, c'est toujours la même. Donc le volume vaut toujours 1 douzième. Par contre, ça va faire 1 tiers de l'aire de BGI, ce que je cherche,
fois la hauteur. Alors, quelle est la hauteur de la pyramide si je la pose désormais sur la face BGI? En fait, vous voyez, il faudrait venir se placer à l'aplomb de F, c'est-à-dire on marche sur la face BGI, on vient se placer sous F. En fait, on vient se placer à ce qu'on appelle le projeté orthogonal de F sur la face BGI. Donc en quelque sorte, ici, j'essaie de dessiner un espèce d'angle droit et je me retrouve ici. Mon point rouge, il est sur la face BGI et il est à l'aplomb de F. C'est-à-dire j'ai pris F, je l'ai projeté orthogonalement sur le plan BGI. Et donc il faudrait connaître cette longueur. Alors, le point qui se situe ici, il se trouve qu'en fait, vous en avez déjà parlé, c'est le point L. Puisqu'on a dit que le point L, c'était le point d'intersection entre le plan BGI et la droite qui passait par F et qui était orthogonale au plan BGI. Donc, c'est exactement ça. Le point L, c'est l'intersection. La fameuse droite D, c'était la droite FL ici. Donc, en fait, le point L, on le connaît. Ça veut dire que la hauteur de la pyramide, c'est tout simplement la longueur FL. Du coup, je vais pouvoir calculer FL parce que je connais la formule qui me permet de calculer des longueurs dans l'espace. Et après, je pourrai en déduire l'air ici en faisant la résolution de mon équation. Donc, je vais calculer FL. La formule pour calculer la longueur FL, c'est que je vais calculer la racine carrée de XL moins XF au carré plus YL moins YF au carré, plus ZL moins ZF au carré. Donc je vais appliquer ça à mon exercice. Le point L, c'est celui qu'on a trouvé dans la question 2B. Donc ça fait 2 tiers moins le x de F. F, il avait comme coordonnée 1 en abscisse. Donc ça fait 2 tiers moins 1 au carré, plus YL, c'était 1 sixième, donc 1 sixième moins YF. YF, vous voyez, hein, c'était selon AD, hein, ça valait 0. Plus ZL, c'est 5 sixièmes, moins le ZF c'était 1 au carré. Tout ça sous une grande racine carrée. Donc vous pouvez faire vos calculs, simplifier, etc. Vous arriverez à la fin à racine de 6 sur 6. Vous pouvez également utiliser votre calculatrice si vous n'arrivez pas au résultat. Du coup, je reprends ici mon équation. J'ai que 1 douzième vaut 1 tiers de ce que je cherche, l'air de BGI, fois la longueur FL qui est racine de 6 sur 6. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Je vais essayer d'isoler l'air de BGI. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai 1 douzième. 1 douzième, je vais le diviser par 1 tiers. Diviser par 1 tiers, ça revient à multiplier par l'inverse d'un tiers, c'est-à-dire 3 sur 1. Et je vais également diviser par racine de 6 sur 6, qui revient à multiplier par l'inverse de racine de 6 sur 6, c'est-à-dire 6 sur racine de 6. J'obtiens donc que l'air de BGI vaut... Alors, ici, ça nous donne 3 fois 6, 18. Alors, je vais pouvoir simplifier peut-être des choses. Vous voyez, ici, j'ai 12. 12, c'est 2 fois 6. Et là, j'ai 6. Donc, finalement, je vais simplifier le 6 avec le 6 qui est à l'intérieur du 12. Donc, du 12, il va me rester 2. Donc, ça va me faire 2 fois 1 fois racine de 6. Et au numérateur, ça va me faire 3 fois le 6, je l'ai simplifié, donc il va me rester 3. Donc finalement, ça fait 3 sur 2 racines de 6. Alors, j'ai eu la question, donc je vous en parle. J'ai eu une élève qui m'a dit qu'avec sa calculatrice, elle n'avait pas trouvé ça. Elle se posait la question à savoir, est-ce qu'elle avait la même réponse? Donc il y a une autre écriture possible pour ce nombre. On n'aime pas trop les racines carrées au dénominateur, donc des fois,
on écrit avec la racine carrée au numérateur. Pour ne plus avoir de racine carrée au dénominateur, j'ai 3 sur 2 racines de 6. Eh bien, je vais tout simplement multiplier au numérateur et au dénominateur par racine de 6. Donc ce nombre vaut pareil que 3 racines de 6 sur 2 racines de 6 fois racine de 6. Ce qui donne 3 racines de 6 sur 2 fois racine de 6 fois racine de 6. Donc ça fait racine de 6 au carré, donc ça fait 6. Donc ça fait 2 fois 6. Et du coup, ce nombre, bah, qu'est-ce qu'il vaut? Donc 6, c'est 2 fois 3. Hein. Donc je peux simplifier le 3 qui est là avec le 3 qui est dans 2 fois 3. Donc qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste racine de 6 et au dénominateur, il me reste 2 fois 2. Ce 6, c'était 2 fois 3 et j'ai simplifié le 3. Donc ça fait racine de 6 sur 4. Donc voilà, vous pouvez aussi trouver que l'aire de BGI, c'est égal à racine de 6 sur 4. C'est la même réponse, en fait. Le nombre est écrit sous une autre forme, tout simplement.